On va avoir la chance aujourd'hui d'accueillir plusieurs intervenants, dont Arthur Melon, qui est délégué général du COFRAD, qui proposera un temps sur la posture de l'adulte, qui nous montrera en quoi tout un chacun est concerné, en fait, hein, à des biais infantistes et Arsène Biessy, qui était coprésident du Café Zoïde, qui est un café à Paris qui donne toute la place aux enfants et qui nous expliquera son fonctionnement. Mais dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de passer à une première étape de définition pour voir ce qu'on entend par le terme d'infantisme. Alors, je vais vous partager mon écran. Euh, Alors, il faut que je le mette en plein écran. Hop. Ah, voilà. Est-ce que c'est bien visible pour tout le monde? Oui. Oui, Je vois que vous hochez du chef. Très bien. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'essayer de définir ce qu'est l'infantisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que vous connaissez l'application WooClap ou le site WooClap? Alors, c'est un site qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle un nuage de mots. Soit vous scannez le QR code qui est affiché à l'écran et vous serez directement redirigé vers une barre qui vous permet de répondre à la question l'infantisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien vous allez directement sur le site WooClap et vous tapez le code de l'événement qui est à l'écran, qui vous renverra justement vers cette question. Voilà. Donc, je vous laisse une petite minute pour vous connecter, pour aller sur WooClap. Est-ce que la question apparaît bien pour vous? Ouais, je vois que c'est bon. Super. Eh bien, ceux qui ont bien accès, je vous laisse répondre à la question pendant 5 minutes et puis après, je vais afficher vos réponses qui vont apparaître petit à petit à l'écran. Très bien, alors normalement, vous voyez le nuage de mots se constituer en live à la question l'infantisme, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, très bien, je vois que ça fuse. Alors effectivement, on voit le terme de discrimination hein, qui apparaît en grand. Ça signifie que, il a été euh, exprimé par plusieurs personnes parmi vous. Domination également. Préjugé, absolument, préjugé aussi. Négation de l'enfant. Mettre l'enfant sous l'adulte, donc en lien avec l'idée de domination, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peut-être réagir dans ce qui est exprimé?
Donc l'idée de minimiser également, réducteur, le mépris à l'égard des enfants. Infantiliser, c'est intéressant aussi qu'on ait utilisé le terme d'infantilisation. Ouais, tout à fait. Donc on voit que oui, oui, on voit qu'il y a pas mal de termes qui sont en lien avec la discrimination, le rapport de domination. Tu te tais et tu obéis. Intéressant. On pourrait y voir aussi tu comprendras plus tard. Systémique aussi, je vois le terme systémique qui est intéressant, qui renvoie au système, qui renvoie au fait qu'il y a un fonctionnement général. Que tu vois des choses. Bah non, ça va tout. Très bien, donc on voit qu'il y a quand même une conscience dans les grandes lignes de ce à quoi renvoie l'infantisme. Minorité, autoritarisme. Voilà, donc l'idée d'une domination d'une population plus âgée sur une population plus jeune. Je vous remercie d'avoir participé à cette première étape de définition. Si l'un ou l'une d'entre vous souhaite rebondir sur ce qui a été exprimé, n'hésitez pas. Et vous pouvez également participer par le biais du chat si vous préférez. Très bien. Excusez-moi, du coup, j'en profite comme il y a un blanc que vous nous invitez à prendre la parole. Je suis pas certaine d'avoir compris si justement ça allait être ponctué par les intervenants sur toute l'histoire de cette notion-là et de ce concept avant Leïla Benoît, peut-être comment vous l'avez appréhendé à la NACEJ et comment vous le mettez en regard de l'adultisme et de l'enfantisme aussi dont on parle aujourd'hui. Enfin, je sais pas si ça va être développé ou pas, mais du coup, voilà, c'est une perche tendue pour avoir votre vision aussi de cette notion dans votre travail. Merci. Merci. Donc oui, ça va être évoqué notamment par Arthur, qui va revenir sur la posture de l'adulte, Arthur Melon, délégué général du COFRAD, et Arsène Biessy, qui était coprésident du Café Zoïde, donc lieu de sociabilité par et pour les enfants. Nous, à la NACEJ, oui, c'est une notion qui est centrale dans le sens où elle nous permet questionner l'infantisme, ça nous permet de questionner les mécanismes qui empêchent justement les enfants de prendre toute leur place dans la société. C'est en travaillant sur cette discrimination, là, comme ça a été exprimé, que nous, on arrive aussi à mieux comprendre, en fait. Donc, genre, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question ou si Jean-Marc, tu veux compléter ou dire autre chose par rapport à... Oui, dans notre approche, c'est utiliser ce concept pour faire prendre conscience en fait d'une réalité qui est largement partagée dans la société aujourd'hui, qui est intériorisée. Voilà, donc c'est une première étape dans notre travail, effectivement, avec les publics auxquels on travaille, les adultes, décideurs ou non, mais qui ont toujours un rôle par rapport à un enfant, pour déjà prendre conscience des fonctionnements pour pouvoir agir autrement, justement. Voilà. Donc, on va passer à une étape suivante
qui va revenir en fait sur différents jalons dans l'histoire de la lutte pour les droits de l'enfant en regard justement de la notion d'infantisme. Alors attendez, je vous repartage mon écran. Hop. Alors, déjà quand on parle d'infantisme, donc là je vais vous poser quelques petites questions. Si vous avez la réponse, c'est super. Je vous invite à y répondre. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. On va reprendre ça collectivement. Euh, Une des premières choses avec l'infantisme, c'est peut-être partir de l'étymologie hein, aussi du mot enfant, qui peut aussi donner un premier éclairage hein, sur le sens de cette discrimination. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une idée étymologiquement d'où vient le terme enfant et ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est pas celui qui ne parle pas? Tout à fait, je vois que plusieurs personnes parmi vous avaient la réponse. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir déjà que le terme euh, renvoie à une personne qui n'a pas sa place, hein, dont la vie n'est pas pris en compte, puisque par définition, il ou elle ne parle pas. Ça, c'est intéressant d'avoir ça déjà dans l'étymologie. Je vous remercie. Une seconde petite question. Euh, donc là, sur un autre pan, dans une autre dimension hein, de la lutte contre la discrimination vis-à-vis des enfants, c'est le travail des enfants. Est-ce que vous avez une idée de quand date la première loi qui interdit le travail des enfants en France? Ou alors si c'est pas l'année spécifique, est-ce que vous avez peut-être une idée générale, Période. une période? Mm. Ah, super. Je vois une réponse qui est effectivement la bonne réponse. Euh, 1841, tout à fait. Alors en 1841, on a une première loi qui est votée en France et qui interdit le travail pour les enfants de moins de 8 ans. Alors, comme souvent, les lois sont votées, mais pas nécessairement appliquées dans la société. Et il faudra attendre, effectivement, les lois de Jules Ferry hein, à la fin du siècle, en 1882, alors celle de 1882, qui instaure la scolarité obligatoire jusqu'à 13 ans, pour que, en fait, cette loi soit euh, appliquée. Voilà. Donc, un deuxième jalon, hein, on va dire, hein, dans, dans le respect des droits des enfants. Tout à fait. Est-ce que sur le plan de l'éducation, alors on sait que il y a eu des traités sur l'éducation, des personnes qui sont intéressées à l'éducation, à la pédagogie depuis l'Antiquité, mais au fur et à mesure du temps, on a eu différents courants dans cette éducation et à un moment dans l'histoire apparaît ce qu'on a nommé l'éducation nouvelle. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un sait ce à quoi ça fait référence? Très bien. Alors, une personne qui a toutes les réponses, c'est génial. Effectivement, c'est un courant pédagogique hein, qui met en avant la participation active de l'enfant. Absolument, on pourrait le définir comme ça. C'est une approche pédagogique qui considère que si l'enfant n'est pas au centre de son propre développement, en fait, son développement n'est pas satisfaisant. Donc c'est au début du XXe siècle, hein, il y a plusieurs pédagogues hein, qui se penchent sur la question et qui adhèrent
à cette idée. On peut citer Montessori, Freinet. Tout à fait, voilà, Montessori, elle en fait partie, Makarenko. Euh, voilà. Donc, un certain nombre de pédagogues euh, euh, vont en ce sens euh, afin de placer effectivement l'enfant au centre des choix qui le concernent et de son propre développement. Alors, Dolto, est-ce qu'elle est considérée comme... Moins pédagogue. Oui, ouais, tout à fait. Très bien. Et puis, une dernière petite question. J'imagine que certains d'entre vous auront la réponse. Qu'est-ce que la CIDE et quand a-t-elle été ratifiée par la France? Très bien, je vois des réponses. Et oui, alors, tout à fait. Donc, on parle de la Convention internationale des droits de l'enfant et je vois dans le chat un débat sur l'année. Alors, les deux réponses sont... euh, il n'y a aucune réponse qui est tout à fait à côté, puisque effectivement, la Convention internationale des droits de l'enfant, elle a été euh, rédigée, écrite en 1989, mais elle a été ratifiée par la France en 1990, effectivement. Et donc, c'est le premier grand texte de loi voilà, qui protège euh, et émancipe les enfants en consacrant voilà, leurs droits et leurs libertés. C'est un texte sur lequel on s'appuie. Il y en a assez peu en France et qui consacre notamment plusieurs droits en lien avec la participation des enfants et des jeunes. Donc, je vous ai voilà, fait euh, une petite chronologie en fait hein, de différents événements, différentes choses qui montrent que la conception, la perception de ce qu'est l'enfance, de ce qu'est un enfant, change en fait, a changé en fonction des époques et des contextes. On peut donc parler d'une construction sociale hein, pour l'enfance. C'est une notion, voilà, la notion d'enfance est désormais en lien avec l'idée de protection, d'éducation, on l'a vu, de défense des droits. Et donc, ces trois idées, la protection, éducation et défense des droits, confirment bien qu'il y a une vulnérabilité des enfants vis-à-vis des adultes, et donc le rapport de domination qu'ont ces derniers vis-à-vis des enfants. C'est là que peut se loger l'infantisme. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que eh bien, l'enfant n'a jamais été autant au centre de la conversation, mais qu'il y a encore beaucoup de situations d'infantisme hein, qui persistent aujourd'hui. Donc, on l'a vu, l'infantisme, c'est la discrimination euh, vis-à-vis des enfants. Et donc, une discrimination, par définition, elle peut se manifester par des violences, hein, dans les cas les plus criminels, des injustices et des stéréotypes ou des clichés. On l'a vu, il y a un rapport de domination et ce rapport de domination, il est bien structurel il peine à se défaire. Est-ce que vous avez ça vous fait penser peut-être à des exemples au quotidien voilà, de violences, injustices, stéréotypes d'adultes sur les enfants? Très bien, je vois deux références aux espaces No Kids dans le chat, tout à fait. Absolument, la citation «Tu comprendras quand tu seras plus grand». Est-ce que vous souhaitez élaborer un petit peu sur pourquoi tu comprendras quand tu seras plus grand, c'est infantiste?
Parce qu'on pourrait se dire, un enfant, il a besoin d'être, enfin, il est il grandit, en fait. Il est éduqué. D'accord. Donc là, je vois aussi des références à l'école. Les punitions collent à l'école et au collège sans espace de discussion pour parler. La parole des enfants n'est pas systématiquement entendue au sujet des décisions qui les concernent, notamment dans les cas de décisions de justice, tout à fait. La parole de l'adulte a plus de valeur que celle de l'enfant. Ouais, tout à fait, on a pas mal d'exemples. Oui, voilà, en fait, c'est toutes les situations, on ne coupe pas la parole à un adulte, oui, tout à fait. Mise en place des politiques publiques. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par mise en place des politiques publiques? Oui, bonjour. 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 Par exemple, sur un territoire, par exemple à l'échelle d'une intercommunalité, ce sont des élus qui vont décider de ce qui est, de ce qu'on va appliquer comme projet pour la jeunesse, sans Mhm. forcément consulter la jeunesse, etc. Et puis peut-être déconsidérer le potentiel des jeunes en disant bah ils vont tout casser, il faut mettre en place des systèmes plutôt de surveillance. Voilà, c'est dans ce sens-là. Je vous remercie. Oui, 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 tout à fait. L'idée déjà de ne pas consulter les premiers, les premières concernées, absolument, il y a de l'infantisme dans ça. Et puis là, vous venez également de renvoyer à un cliché hein, qu'il y a sur les enfants, les jeunes, euh, celui que voilà, ils ne respectent pas les biens publics, ils ou elles sont dangereux, qui vont casser euh, les choses publiques. Très bien. Donc voilà, donc là on a effectivement plusieurs exemples. Je vais maintenant vous montrer quelques chiffres hein, qui peuvent illustrer les situations d'infantisme en France. Alors beaucoup de ces chiffres, j'ai vu que Mélie était connectée. Beaucoup de ces chiffres sont issus du rapport de la Fondation pour l'enfance pour un changement de regard sur l'enfant et la redéfinition dans la société française. Donc voilà, donc je vous invite à consulter ce rapport qui est très intéressant sur la question de l'infantisme. Vous voyez là dans les données qui vous sont proposées, euh, voilà, elles aussi classées un petit peu des actions les plus criminelles à celles qui sont les plus peut-être banalisées ou acceptées, en tout cas dans notre société. Euh, la première euh, voilà, qu'il faut malheureusement rappeler, c'est qu'un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents et beaux-parents, hein. C'est bien parce qu'il y a une domination de l'adulte sur l'enfant que ce chiffre peut être aussi élevé. Euh, un deuxième chiffre qui est intéressant, euh, alors en France, oui, il me semble. Il me semble, oui, que un enfant meurt tous les jours. C'est en France, oui. Euh, 8 parents sur 10 admettent qu'ils opèrent des violences éducatives sur leurs enfants malgré la loi de 2019. Intéressant de voir qu'il y a une loi en 2019 sur les violences éducatives et qu'en fait, bah, comme on le voyait tout à l'heure avec la loi sur
qui interdisait le travail des enfants de moins de 8 ans, eh bien, parfois la loi passe, mais elle n'est pas appliquée. Et donc, voilà, une banalisation, en fait, hein, de la violence euh, faite par les adultes et notamment les parents, hein. Ce sujet aussi que il revient l'éducation revient aux parents. Et donc, en tant que personne extérieure, il est difficile d'agir. Euh, voilà, donc quelque chose qui est comme tue. Euh, alors, violence éducative, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un, oui, est-ce que quelqu'un euh, veut bien expliquer ce que c'est qu'une violence éducative? Et notamment une violence éducative ordinaire? Je peux, si jamais personne souhaite prendre la parole sur le sujet. Mélie Merci, Lagesse Mélanie. de la Fondation pour l'enfance. Merci Julien d'avoir cité le rapport. Je me suis permise de mettre le lien en discussion. Tu as bien fait. Les violences dites éducatives ordinaires, c'est toutes les violences qui peinent parfois à être reconnues comme telles, notamment par leur caractère dit comme étant éducatif. C'est toutes les violences dont on va faire usage en pensant que justement ça peut contribuer à l'éducation de l'enfant. Pour donner quelques exemples, il y a plusieurs champs de violences, où ça peut être des violences physiques, notamment la gifle, la fessée. C'est vrai que la loi de 2019 qui les interdit a beaucoup été discutée dans les médias comme étant la loi anti-fessée, mais c'est beaucoup plus large que ça. On parle aussi de violences psychologiques et de violences affectives, tout ce qui recouvre le chantage, les humiliations, des hurlements. Finalement, c'est un champ qui est assez vaste et on parle donc de violences éducatives ordinaires parce qu'on pense qu'elles ont un but éducatif et ordinaires parce que malheureusement, elles sont encore beaucoup banalisées dans les pratiques éducatives, quand bien même il a été démontré par de nombreuses études scientifiques qu'elles ont un impact néfaste sur le développement des enfants. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc je peux pas mieux dire que Mélie. Euh, voilà, ordinaire aussi dans le sens où elles sont extrêmement banalisées voilà, comme tu le disais, Mélie. Un autre élément qui nous semblait important de mettre en évidence, c'est que en 2026, 20% de la population a moins de 18 ans. Donc c'est une personne sur cinq, et que donc une personne sur cinq n'a pas le droit de vote. Ce qui signifie que bah, les décisions prises pour les personnes de moins de 18 ans, a priori, hormis des, des systèmes plus participatifs, eh bien, elles ne sont pas prises par les premiers concernés. Donc, on voit aussi que la plupart des votants euh, ont, euh, ont plus de 40 ans. Euh, et donc, on a un phénomène comment dire, euh, bah, d'injustice, tout simplement, puisque euh, des personnes plus âgées prennent des décisions pour les plus jeunes, donc une sorte d'injustice au sein même du processus démocratique actuel qui est lié en fait à la démographie. Euh, un autre fait qui nous semblait intéressant de mettre en valeur, c'était un chiffre qui fait écho au fait que on retrouve de moins en moins les enfants dans l'espace public. Euh, donc aujourd'hui, euh, seulement 9% des enfants vont à l'école seuls. Et à la fin des années 80, à l'âge de 8 ans, un enfant sur deux faisait le trajet école-domicile. Donc, ce chiffre, il s'explique par plusieurs éléments. Le fait que bah, maintenant, notamment dans les espaces urbains, eh bien, la ville a été construite pour faciliter l'utilisation de la voiture. On a ça. Et on a aussi vraiment une peur extrême en fait de l'extérieur, du risque extérieur.
là où beaucoup de chiffres, hein, qu'ils soient enfin, souvent en lien avec la santé, montrent que beaucoup de dangers sont en réalité liés au fait que les enfants restent à l'intérieur. Notamment les chiffres liés aux violences sexuelles, hein, euh, faites aux enfants, les chiffres liés à la, à la santé physique aussi, les enfants, hein, la sédentarité des enfants, le fait qu'ils ne sortent pas. Et donc, voilà, cette désertion de l'espace public, il questionne sur la santé et puis également aussi sur la légitimité, en fait, qu'ont les enfants, en fait, à prendre la place dans l'espace public. C'est un sujet hautement politique. Euh, donc, euh, donc voilà, un chiffre qui nous paraissait intéressant de mettre en évidence. Et puis, vous l'avez souligné, voilà, l'existence des espaces sans enfants, des zones no kids, avec l'exemple de la SNCF. Il n'y a pas que la SNCF, hein, il y a beaucoup de lieux, notamment des lieux de vacances ou des restaurants qui, voilà, euh, ne permettent pas la présence d'enfants. Euh, pour nous, c'est hautement discriminant parce que voilà, c'est empêcher l'accès à une partie de la population en fait. Donc, donc cet exemple relève également de l'infantisme. Voilà, donc quelques éléments qui nous permettent de mettre en évidence euh, l'infantisme dans notre société actuellement. Euh, on parlait un peu plus tôt de la Convention internationale des droits de l'enfant et des droits qui sont consacrés pour les enfants. Euh, je vais vous proposer une petite activité euh, qui est en fait un débat mouvant. Je ne sais pas si vous connaissez le débat mouvant. C'est une technique qui permet de débattre, issue de l'éducation populaire. Donc on l'a adapté en numérique. Je vais vous partager un tableau et vous demander si les trois droits que vous voyez écrits sur cette slide sont respectés aujourd'hui en France. Donc je vais vous poser les questions une fois que j'aurai partagé mon tableau. L'idée, c'est que quand vous voyez le tableau, vous piochez un post-it. Vous allez voir, il y a une petite icône avec un post-it. Vous piochez un post-it. Vous pouvez écrire votre nom dessus. Et quand je vous poserai la question, vous vous positionnerez sur l'écran plutôt du côté oui ou plutôt du côté non pour répondre à la question que je vous poserai. Alors, j'arrête ce partage-là et je vous partage mon tableau. Voilà. Alors, donc là, vous voyez à l'écran effectivement un tableau sur lequel vous pouvez, enfin, un tableau collaboratif, sur lequel vous pouvez piocher une étiquette, pense bête. Je vous invite donc à écrire votre prénom si vous souhaitez participer. Et une fois que vous aurez écrit votre prénom, je vous poserai une question. Alors, je sais que la manipulation peut être un petit peu ardue. Alors, je vais poser la première question qui est en lien avec l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, hein, qui est en lien avec le respect de la vie des enfants. Donc, la question que je vous pose dans un premier temps, c'est les enfants ont-ils le droit d'exprimer leur opinion? Question large. Et donc, vous pouvez vous positionner soit du côté droit, pardon,
qui est non, soit du côté gauche qui est plutôt oui. Et si vous n'êtes pas tranché sur l'idée, vous pouvez toujours vous positionner dans la rivière du doute qui est au milieu. Donc je vous demanderai d'expliquer un peu plus votre point de vue. Alors je vois c'est plutôt tranché, peu de personnes dans la rivière du doute. Donc je répète la question. Les enfants ont-ils le droit d'exprimer leur opinion ou leurs opinions? Très bien. Alors je vois que vous êtes globalement positionné. Hop. Euh, Moi, je donnerais bien la parole à quelqu'un qui dirait plutôt oui, pour commencer. Est-ce qu'une personne qui dit oui veut bien exprimer son point de vue? Alors, si personne se lance, je vais me lancer. Merci. On se présente avant de prendre la parole ou peu Tout à fait. importe. Allez-y, Donc, allez-y. donc voilà, donc Emmanuel Fouillou, je travaille au Franca de la Gironde et dans les collectivités territoriales. Et je dirais que oui, les enfants, ils ont le droit de s'exprimer et ils peuvent s'exprimer, que ce soit via les instances participatives type CME, CMJ, Conseil d'enfants et compagnie, ou même de manière générale, ils ont le droit de s'exprimer. Est-ce que c'est réellement pris en compte par les adultes? C'est une autre question, mais en tout cas, ils ont le droit en France de s'exprimer. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'une personne qui n'est pas d'accord veut bien donner son avis? Bah, moi, je veux bien, Sandrine, des Francas de l'Isère. Ah, Voilà, on va se répondre. débat au frontal. Alors moi, j'ai mis plutôt non dans le sens où effectivement ce droit existe en France, mais par contre, pour moi, les adultes sont pas formés à écouter la parole de l'enfant et du coup, elle n'est pas réellement prise en compte. Alors on peut avoir des espaces où on essaye à la participation des enfants, mais globalement, enfin, je trouve que ça reste encore insatisfaisant. Voilà. Je vous remercie. Je veux bien répondre aussi, enfin, je veux bien reprendre, Allez-y, je vous en parce prie. que moi j'ai mis oui, mais, parce Ah, qu'en effet, comme les collègues, donc moi je suis Julie Mandon, je suis la coordinatrice du conseil municipal des enfants de la ville de La Rochelle. Et en effet, les enfants ont la parole à travers certains dispositifs, mais tout dépend, la parole, enfin le temps et le crédit qu'on donne à cette parole, et dans quelle sphère on le donne, si c'est la sphère privée, si c'est la sphère éducative, si c'est la sphère dans les centres sociaux, enfin voilà. On peut pas être, je pense, oui à 100%. Le CME peut également être à titre consultatif. Donc là, les élections ont eu lieu, donc on va voir les nouvelles équipes pour certaines villes. Si le CME fera office de dispositif consultatif pour qu'on leur donne la parole et qu'on tienne compte en tout cas de leurs idées ou des propositions qu'on va leur faire, voilà, l'avenir nous le dira sur certaines choses. Je vous remercie. On voit que la question est assez... euh, enfin, voilà, vous avez des avis assez différents. Ce qui est quand même commun, c'est les conditions, en fait, hein, qui ne sont peut-être pas assez suffisantes et ce qu'on en fait, en fait, de cette parole. Euh, Effectivement, avoir le droit de s'exprimer, est-ce que ça sous-entend pas aussi avoir le droit d'être réellement entendu? Et donc sur ça, on est peut-être encore un peu, on a encore du travail à faire. Euh, Effectivement, je vois, selon moi, cela dépend des interlocuteurs, interlocutrices en face. Euh,
Absolument. Ce qui renvoie à ce qui était dit plus tôt là sur la question de la formation des adultes aussi, hein, comment on prend en compte cette parole des enfants. C'est bien d'écouter, mais il y a aussi une sorte d'adaptation hein, à pouvoir mettre en place. Euh, Tout à fait. Alors, j'avais prévu de vous poser trois questions, mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps. Je préfère Hmm. poursuivre avec le reste du programme. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette petite animation. Alors, séquence suivante. Parfait. Merci beaucoup, Alana Sej, pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous et merci de me donner l'opportunité de revenir sur la notion d'infantisme qui inspire beaucoup les travaux du COFRAD depuis quelque temps, au même titre qu'Alana Sej. Et bonjour à toutes et à tous. Ce qui m'a été proposé pour mon intervention, c'est d'abord de revenir sur quelques notions en matière de spécificité des enfants vis-à-vis des autres catégories de population. Proposer également des clés de jugement critique sur les préjugés inconscients qu'on peut avoir vis-à-vis de ces enfants. Aborder quelques termes lexicaux pour permettre de faciliter la discussion et de commencer à se constituer une mallette de vocabulaire et une mallette rhétorique et analytique en commun. Et puis je reviendrai aussi sur le plus gros cliché, je pense, en ce moment sur les soi-disant enfants intenables que nous aurions dans cette génération. Pour commencer, je voulais donc revenir sur qu'est-ce qui fait la spécificité de la condition d'enfance par rapport, par exemple, à la spécificité des conditions des femmes, des personnes racisées, des personnes en situation de handicap, etc. Alors d'habitude, j'ai plutôt tendance à d'abord faire le pont qu'il peut y avoir entre les discriminations qui pèsent sur les enfants et les discriminations qui pèsent sur les autres personnes, mais par souci de temps, je vais me concentrer plutôt sur les spécificités. Aujourd'hui, je vous en propose 7. Ça va être assez rapide, je vous rassure. La première spécificité, c'est que, contrairement aux autres conditions qui peuvent être vécues à travers la population, la condition d'enfance est véritablement universelle. J'enfonce un peu une porte ouverte en disant ça, mais quand même, ça va mieux en le disant. 100% des êtres humains sur cette planète ont commencé leur vie, voire ont fait l'intégralité de leur vie en étant enfants. Et ça, on pourrait penser que ça aurait pour conséquence de créer une empathie spontanée, naturelle vis-à-vis des enfants, ou une compréhension des adultes vis-à-vis des enfants. Et on est confronté au paradoxe selon lequel c'est pas tout à fait le cas. C'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que les adultes, au lieu de dire vis-à-vis des enfants, bah, je comprends, moi aussi je suis passé par là, ils vont dire, bah, moi aussi je suis passé par là, moi aussi j'ai souffert, moi aussi j'ai pas eu la place pour dire ce que j'avais à dire, moi aussi on m'a mis des torgnoles, je vais très bien aujourd'hui, donc c'est pas si grave ce qu'on est en train de faire subir aux enfants. Donc c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler le syndrome du bizuté qui devient bizutant. Au lieu de se dire qu'on n'a pas envie de faire vivre aux enfants ce qu'on a vécu nous-mêmes, on se dit que finalement on a survécu et qu'ils peuvent bien traverser les mêmes souffrances que nous. La deuxième spécificité de l'enfance, c'est que l'enfance, c'est une condition qui est temporaire. Toutes les autres conditions, peut-être à part certaines catégories de population comme les personnes qui peuvent devenir en situation de handicap sans l'avoir été au préalable, ou des personnes qui peuvent, par les progrès de la technologie aussi, sortir d'une situation de handicap. Donc, mis à part quelques exceptions, voilà, l'enfance, c'est vraiment la situation dans laquelle on est temporairement. Et je pense que ça a une incidence peut-être sur le fait que les enfants, notamment, c'est une explication, les enfants endurent plutôt largement ce qu'on leur fait subir et prennent leur mal en patience parce qu'ils savent que un jour, enfin, ils seront vus comme des adultes et ils pourront de nouveau jouir des privilèges des adultes et donc ne sont pas forcément invités à se rebeller
puisque de toute manière, le temps fera son œuvre et ils pourront eux aussi un jour accéder à un meilleur statut. Et c'est ce qui fait, je pense, que notamment c'est difficile pour la plupart des adultes qui veulent faire participer les enfants. C'est une des difficultés, c'est que des enfants qu'on arrive à mobiliser, qu'on arrive à doter d'outils de participation, et ben, il arrive un moment où ils deviennent majeurs et on se dit, bon, il faut en permanence renouveler les contacts, renouveler les rencontres pour pouvoir à chaque fois faire en sorte qu'on travaille véritablement avec des enfants et pas des jeunes majeurs. Troisième spécificité, c'est une transition qui est irréversible. Quand on devient adulte, c'est ad vitam aeternam. Et je pense que ça peut participer d'une espèce de sentiment d'invulnérabilité ou d'impunité des adultes vis-à-vis des enfants qui peuvent parfois être humiliants, violents et qui n'ont jamais peur qu'on leur retourne la violence ou la domination qu'ils peuvent exercer. Exception quand même des personnes âgées qui perdent leur autonomie, qui perdent en capacité de se gérer au niveau de la nourriture, de l'hygiène, etc. Et on constate évidemment que les violences et les humiliations qui ont lieu sur les enfants, on retrouve les mêmes, par exemple, dans les EHPAD vis-à-vis des personnes âgées. Quatrième spécificité, c'est une discrimination que les personnes qui en sont sorties ont oublié. Les adultes ont quand même une amnésie générale sur la condition d'enfance et donc ils ont plutôt tendance à ne pas s'offusquer de ce qu'on leur fait vivre parce qu'ils ont oublié eux-mêmes à quel point ça pouvait être difficile à supporter. Et les adultes aussi vont jusqu'à oublier comment eux-mêmes étaient quand ils étaient enfants et que donc quand ils voient des choses à reprocher aux enfants, ils ne considèrent pas que c'est l'attribut de génération, que c'est lié à un âge. Ils vont se dire que c'est cette génération particulière dans cette époque qui a un problème parce qu'évidemment, eux, quand ils étaient enfants, ils étaient bien différents. Cinquième spécificité, il y a une persistance au niveau des enfants de naturaliser cette condition. Tout à l'heure, Julien a bien montré à quel point l'enfance est en quelque sorte une construction sociale par de nombreux aspects. Or, on continue aujourd'hui beaucoup d'avoir des réflexions qui tendent à réduire l'enfance à ses attributs biologiques. Par exemple, on va souvent dire, puisque le cerveau de l'enfant a tel stade de développement, alors ça explique que. Alors, c'est vrai que le niveau de développement cérébral d'un enfant va avoir une incidence sur sa façon de réfléchir, sa façon de s'exprimer, etc. Mais on parle bien d'incidence, d'influence, et on ne peut pas réduire un enfant à sa condition biologique. Ça choquerait par exemple beaucoup qu'on puisse réduire une personne à des traits psychologiques sous prétexte que cette personne possède un utérus et de dire puisque cette personne a un utérus, elle est incapable d'avoir des positions de responsabilité. Ça a été dit par des responsables politiques lors des précédentes élections présidentielles et heureusement ça a choqué. Mais on se rend compte que s'agissant des enfants, ce biais biologique a encore la vie dure. La sixième spécificité est liée à celle-ci, c'est qu'on a encore une certaine tendance à attribuer aux enfants des traits caractéristiques qui seraient de l'ordre de la naturalisation, c'est-à-dire que par exemple, on va dire que les enfants ont une propension naturelle au mensonge et on a cette suspicion qui est encore très fortement, qui pèse très fortement sur les enfants, plus que les autres catégories de population. Alors, évidemment, c'est pas si binaire. Sur les autres catégories de population, on peut aussi avoir ce genre de préjugés. On le voit par exemple dans la vague MeToo, beaucoup de femmes ont été suspectées de mentir, de fabuler sur ce qu'elles auraient vécu. Donc je ne dis pas que c'est l'apanage de l'enfance, mais dans l'enfance, c'est encore quelque chose qui pèse très fortement. Et enfin, septième caractéristique spécifique de l'enfance, c'est que la loi, les institutions, officiellement, garantissent une mise à égalité parfaite, je dis bien théoriquement, de toutes les personnes. Sauf une catégorie de personnes, c'est l'enfance. On a encore aujourd'hui, très concrètement, un arsenal législatif et un arsenal institutionnel qui vient
officialiser la différence entre les adultes et les enfants et légitimer des différences de traitement. Alors après, à tort ou à raison, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas d'institution par rapport à l'enfance, mais c'est quand même intéressant de le souligner. Aujourd'hui, on a bien très concrètement, du point de vue juridique, des personnes qui sont majeures, qui ont accès à des droits, et des personnes qui sont juridiquement mineures, et je pense que ces mots ont un sens plutôt lourd. Voilà pour les spécificités de la condition d'enfance. Alors maintenant, comment penser avec des termes précis cette condition? Je vous propose quelques petits mots qui permettent d'aller un peu plus avant dans l'analyse et dans la discussion. L'infantisme fait partie d'une catégorie générale qu'on peut appeler l'agisme, donc la grande partie que vous voyez en couleur lilas. L'agisme, c'est une discrimination qui pèse sur une personne sur le simple fondement de l'âge réel ou supposé de cette personne. Or, l'agisme ne pèse pas forcément sur les enfants, mais peut aussi peser, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport aux personnes seniors, par exemple, qui ont perdu en autonomie, peut aussi peser sur les personnes âgées. Donc, une sous-catégorie de l'agisme serait précisément l'infantisme, mais l'infantisme n'est pas forcément quelque chose qui contient des préjugés méprisants, dévalorisants. On peut avoir des réflexes infantistes qui peuvent être doués de bonnes intentions. Par exemple, de dire que un enfant, c'est forcément tellement poétique et créatif et a une telle joie de vivre. Voilà, sous prétexte qu'on aurait 8 ans, on serait créatif, on aurait une joie de vivre et on aurait une vie poétique. Bon, bah, écoutez, c'est un cliché comme un autre. Et dans cette sous-catégorie de l'infantisme, il y a encore une autre sous-catégorie qui serait les préjugés infantistes, qui là seraient chargés de mépris, de condescendance, d'hostilité. Donc là, on pourrait parler de misopédie. Donc très clairement, par exemple, tout à l'heure, ça a été cité les wagons SNCF, les voitures SNCF sans enfants. Pour moi, on est dans de la misopédie parce que c'est de dire en dessous de 12 ans, une personne est forcément insupportable et on ne peut pas décemment passer 2 heures dans un train à côté de cette personne si on souhaite travailler. Là, on est très clairement de la misopédie. Pour pouvoir mieux saisir ces notions, il peut être utile de les mettre en regard d'autres termes dont on a maintenant beaucoup plus l'habitude, des termes liés aux droits des femmes. Donc, si on reprend l'infantisme, vous voyez qu'il est en bas à gauche avec l'agisme, et ben, vis-à-vis des questions de droits des femmes, on pourrait le mettre en regard avec le sexisme. Mais on peut avoir des remarques sexistes qui ne sont pas nécessairement misogynes. Par exemple, de dire que les femmes sont très maternantes et sont douées pour s'occuper d'une maison. Bon, bah, c'est du sexisme. Mais la misogynie, ça serait par exemple de dire qu'une femme est incapable de faire un créneau ou d'occuper une fonction à responsabilité, comme je disais tout à l'heure. Et bien, la misogynie, on peut le mettre en rapport avec son équivalent pour les enfants, qui peut être appelé la misopédie. Certains proposent également le terme de pédophobie. L'inverse de l'agisme, l'inverse de l'infantisme, c'est, et là la petite subtilité, c'est l'enfantisme. L'enfantisme, ça désigne les courants, les mobilisations qui tentent de valoriser la place des enfants dans la société et l'égalité des droits entre les enfants et les adultes. En tout cas, si ce n'est l'égalité des droits, l'égalité en dignité, l'égalité en respect. En tout cas, c'est la promotion du respect des enfants et des jeunes dans la société. Et évidemment, ça fait écho à ce qu'on peut connaître assez bien maintenant, le féminisme. Contre quoi se bat le féminisme? Le féminisme se bat contre le patriarcat. On peut en dire autant de l'enfantisme, c'est-à-dire que l'enfantisme parfois est mis en regard d'une lutte anti-adultiste, mais certains proposent également de dire que le patriarcat s'applique tout aussi bien dans le domaine des droits des enfants, puisque le pouvoir du père dans une famille pèse aussi bien sur la mère de la famille que sur les enfants. On le voit notamment dans ce qu'on a mentionné tout à l'heure, des violences domestiques. Et puis, dans ce patriarcat, une composante, c'est la domination masculine.
certains proposent de parler aussi de domination adulte en ce qui concerne les droits des enfants. Je parlais il y a un instant des violences. Je pense que c'est important de rappeler que l'infantisme, la misopédie, c'est un fait social qui se manifeste à travers une très grande diversité de manifestations individuelles ou collectives qui vont des plus insignifiantes remarques d'infantisme ordinaire jusqu'aux actes criminels les plus condamnables tels que l'inceste ou les infanticides. Et on voit ici tout un continuum qui peut être classé de manière diverse. On peut penser des plus implicites aux plus explicites, des moins graves aux plus graves, des faits les plus légaux aux faits les moins légaux ou les plus sévèrement réprimés. Et je pense que c'est important d'avoir en tête ce continuum, puisque de la même façon que les mouvements féministes nous ont fait comprendre que entre une violence sexuelle et un banal sifflement dans la rue ou un harcèlement de rue, il y a un lien. Le lien, c'est le continuum de la domination, le continuum des violences, et que c'est pour ça qu'il faut refuser dès les tout premiers signes de sexisme, parce que ça construit la pyramide de domination. On peut dire la même chose par rapport aux enfants. Tous les moindres petits faits d'intimidation, d'humiliation, d'invisibilisation sont le terreau de la domination adulte qui ensuite s'arroge le droit de pouvoir commettre des violences plus graves. Alors, comment se manifeste dans nos esprits cette domination des adultes? Je vous propose quatre idées de préjugés qui ne prétendent pas être exhaustifs, mais qui sont des manières comme des portes d'entrée d'aller analyser et détricoter ces préjugés que nous portons tous plus ou moins en nous. Ces préjugés, je les tire de travaux qui ont été faits pour un colloque en lien avec la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et d'ailleurs, l'ANACEJ avait participé à la préparation des travaux de ce colloque. Et vous pouvez retrouver les actes sur notre site internet cofrad.org. Le premier préjugé que je vous propose, c'est les enfants sont tous les mêmes. Alors, selon ce préjugé, tous les enfants grandiraient de la même façon. Selon l'âge d'un enfant, on pourrait en déterminer quels sont ses goûts, quelles sont ses préférences, de quoi il a besoin. Et donc, les adultes prétendent savoir ce que vivent tous les enfants, au prétexte d'ailleurs où eux-mêmes auraient été enfants auparavant. Et c'est ce qui fait que la société impose des standards uniques pour tous les enfants sans admettre leurs différences et sans nécessairement prendre en compte le fait qu'il y a des enfants qui sont au milieu urbain, au milieu rural, des enfants qui sont filles, garçons, qui sont blancs, qui sont noirs, et que tous ces enfants ne vivent pas la même chose parce qu'ils ne sont pas situés au même endroit. Et de manière générale, on oublie que les enfants sont des êtres situés qui ne sont pas éthérés, sans lien avec la société. Et ceci est lié avec ce que j'expliquais tout à l'heure sur cette naturalisation de la condition d'enfance. Ce qui a tendance notamment à dépolitiser l'enfance, puisqu'évidemment ce qui est de l'ordre du naturel est de l'ordre de l'indiscutable, et donc il n'y aurait pas besoin de le remettre en question ou de proposer d'autres manières de faire. Deuxième préjugé, si les adultes ont l'autorité, c'est parce qu'ils savent mieux que les enfants. Et donc les adultes ont peur de remettre en cause leur autorité face aux enfants parce que pour eux, ça serait comme synonyme de perdre ce statut de dominant vis-à-vis d'eux. Et on pourrait dire que finalement, c'est pas tant parce que les adultes savent mieux que les enfants qu'ils ont d'autorité, mais c'est plutôt pour maintenir leur autorité que les adultes, par tous les moyens, essayent de se convaincre que oui, ils savent mieux que les enfants. Et ça peut aller jusqu'à nier aux enfants leur expertise sur leur propre vie. On le voit par exemple en ce moment sur les questions de transidentité, où on a des enfants qui très clairement disent, mais en fait, pour moi, c'est une évidence, je me sens fille, je me sens garçon, il n'y a pas tellement de questions à se poser, et où en tant qu'adulte, on va dire, mais non, il n'a pas en capacité de savoir tout de suite, moi je sais que par rapport à son développement, etc., etc., et puis il est trop jeune pour pouvoir prendre une décision qui implique le long terme, voilà.
Et ça explique le fait que si un enfant exprime un désaccord vis-à-vis d'un adulte par rapport à un sujet, cet adulte va se sentir remis en cause dans son autorité. On peut dire malgré tout que l'autorité, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qu'on possède de manière automatique. L'autorité, souvent, elle est attribuée par les autres pour différentes raisons, et on peut considérer que sur certains sujets, des enfants, par rapport à leur histoire de vie, par rapport à leurs connaissances ou leurs compétences, peuvent aussi avoir une autorité sur certains sujets. Et aucun adulte n'a d'autorité sur tous les sujets ou dans toutes les circonstances, et il en va de même pour les enfants qui, dans certaines conditions, peuvent aussi exercer une sorte d'autorité parce qu'ils ont une connaissance particulière ou une expérience particulière. Troisième préjugé, les enfants sont moins compétents que les adultes. De manière générale, les adultes ne réalisent pas les qualités que possèdent les enfants et les jeunes, et parfois même peuvent les considérer plutôt comme des défauts. Je vous donne un exemple, on va dire que, alors on parlait tout à l'heure du droit de vote pour les enfants, et on va nous dire, ah mais oui, mais les enfants sont tellement influençables. Alors, c'est oublier déjà que les adultes aussi sont influençables, mais surtout on pourrait considérer que le mot influençable est connoté négativement, mais on pourrait très bien dire aussi, les enfants sont ouverts d'esprit, les enfants sont prêts à changer d'avis, ils ne sont pas absolument à vouloir garder leur opinion sous prétexte que ça serait se remettre en cause ou se démentir, et on pourrait considérer que parfois ça serait bien aussi que les adultes s'inspirent des enfants en se disant, tiens, j'ai écouté un discours qui m'a fait changer d'avis, je suis prêt à voir les choses autrement. Et donc, en fait, les adultes définissent de manière complètement arbitraire ce qui relève d'une compétence ou ce qui ne relève pas d'une compétence ou qui serait une simple faculté sans importance, une habileté un peu futile. Mais la question de la compétence, c'est pas quelque chose d'objectif. La question de la compétence, c'est une faculté à laquelle on donne de la valeur, à laquelle on donne du crédit, et ça dépend des époques, ça dépend de la société, et on ne peut pas dire que telle chose est une compétence ou n'en est pas. Et je suis sûr que si on faisait l'exercice, on pourrait trouver à plein d'enfants de nombreuses compétences. Même si c'est des compétences qui peut-être pour nous sont inutiles dans notre monde adulte, mais qui sont peut-être très utiles dans leur monde à eux ou dans leur génération. Quatrième préjugé, les enfants doivent apprendre à se comporter comme les adultes d'aujourd'hui. Il existe une injonction faite aux enfants de se transformer pour ressembler à la manière dont les adultes sont aujourd'hui. Et ça pèse également sur les adultes qui se fixent aussi des standards de qu'est-ce que ça veut dire être adulte et qui peuvent pâtir eux aussi de ces cases dans lesquelles on essaye de les mettre. Je pense, pour ne prendre qu'un seul exemple, à la question des émotions. Voilà, on apprend aux enfants que pleurer, c'est dans certains contextes, dans certaines conditions, et que la tristesse ou la peur, c'est quand même des émotions infantiles, et qu'un vrai adulte, il n'a pas peur, il ne pleure pas, qu'à la rigueur, un adulte, il peut montrer de la colère, ça c'est autorisé en tant qu'adulte, mais voilà, on crée des standards de qu'est-ce que ça veut dire être un adulte responsable, et on demande aux enfants de se conformer. Et là-dedans, l'école notamment joue un rôle important, parce qu'on présente souvent l'école comme étant le lieu de reproduction des classes sociales, mais on peut aussi voir l'école comme étant le lieu de reproduction des standards adultistes, où c'est par exemple à l'école qu'on va apprendre aux êtres humains à rester assis 8 à 10 heures par jour derrière une table, à ne pas bouger, et à écouter quelqu'un d'autre parler et lui dicter ce qu'il doit faire d'heure en heure. Bon, bah ça, c'est pas inné, c'est acquis, et merci l'école de nous apprendre à ensuite rester 40 ans derrière un bureau. Voilà pour quelques préjugés qui, encore une fois, ne prétendent pas à l'exhaustivité. C'est des manières de formuler les choses pour nous proposer un angle d'analyse sur l'infantisme. Alors, ces préjugés-là, comme beaucoup de préjugés, on peut y trouver autant d'arguments ou d'illustrations pour les valider ou pour les invalider. Et en la matière, je pense que c'est pas tellement intéressant de savoir si ces préjugés sont vrais ou sont faux. Moi, je prends l'exact inverse de la prétendue phrase
de saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Je pense au contraire que on ne voit que ce qu'on croit. Et que de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, je pense, c'est pas de se demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais qu'est-ce qu'on peut adopter comme nouveau regard sur l'enfance qui va être au bénéfice d'une amélioration des rapports adulte-enfant, au bénéfice d'une amélioration de la condition des enfants. Et je terminerai avec donc le préjugé qui, en ce moment, nous est beaucoup rabattu, un peu en contre-réaction au mouvement enfantiste, où on aurait prétendument une génération qui sortirait des cadres et qui serait dangereuse, et on aurait cette génération à la maison et dans les rues d'enfants rois. J'espère que vous appréciez le jeu de mots que j'ai trouvé pour cette section. On va ensemble guillotiner le mythe de l'enfant roi. Pour cela, je vous propose d'abord peut-être une définition du pouvoir, parce que l'enfant roi, prétendument, ça signifierait que les enfants aujourd'hui prennent le pouvoir sur les adultes. Alors on va essayer de voir très concrètement ce que ça veut dire. Alors pour réfléchir à cette notion, je vous propose une définition du pouvoir qui me plaît. C'est une définition du sociologue Erhard Friedberg, qui propose de définir le pouvoir comme un échange déséquilibré de possibilités d'action. Alors, ça peut paraître un peu théorique comme ça, mais qu'est-ce que veut dire Erhard Friedberg? Il veut dire d'abord que on ne détient pas en soi du pouvoir. Le pouvoir se manifeste uniquement dans une dynamique relationnelle. Donc, la question, c'est avec qui est-ce que j'entre en relation? Et dans cette relation, qu'est-ce qu'on peut dire de la relation de pouvoir? Erhard Friedberg ne fait pas de différence fondamentale, mais voit au contraire des liens intrinsèques entre pouvoir, coopération et interdépendance. Et une relation de pouvoir, c'est une relation dans laquelle une personne va avoir la possibilité de négocier chez l'autre, d'obtenir de l'autre des actions, des comportements, et en échange aussi de pouvoir, dans cette négociation, concéder un comportement ou une action. Et une relation de pouvoir, c'est une relation dans laquelle l'une des parties va avoir davantage de facilité à obtenir un comportement de l'autre. Alors, comment est-ce que ça peut s'appliquer très concrètement dans une relation? Là, je vous ai mis un exemple d'une relation parfaitement équitable où le pouvoir est à 50-50. Une personne A veut faire X, une personne B veut faire Y, et ni l'une ni l'autre n'intervient dans le désir de l'autre personne. Là, on est dans une relation complètement égalitaire. Maintenant, si on considère que la personne A, c'est un homme qui veut manger un brocoli, et la personne B, c'est une femme qui veut manger une crème glacée, là, pareil, l'homme et la femme ne vont pas demander l'avis ou l'autorisation à l'autre personne et vont prendre l'aliment qu'ils souhaitent. Maintenant, on va voir une situation dans laquelle on a une véritable relation de pouvoir. C'est la personne B qui veut obtenir X, mais qui doit obtenir l'assentiment et négocier le comportement de A pour l'avoir. La personne X ne peut pas l'avoir seule, il doit entrer en négociation avec A. Et bien ça, c'est typiquement ce qu'on peut avoir dans une relation adulte-enfant, c'est-à-dire que bien souvent à la maison, par exemple, un enfant ne peut pas aller se servir tout seul d'un dessert, il va demander l'autorisation du parent, qui va être la personne qui va être en capacité de dire si oui ou non l'enfant peut avoir accès à cette glace. Mettons que il est 18h30, que les légumes sont prêts et que l'adulte demande à l'enfant de d'abord manger sa plâtrée de carottes avant d'avoir accès au dessert. Et l'enfant, évidemment, lui, il va essayer d'adopter un comportement pour avoir accès à son dessert avant ses carottes. Donc ça va donner quoi? Ça va être peut-être de se mettre en colère, ça va être peut-être de faire des grands gestes, de se rouler par terre, que sais-je, tout comportement qui peut essayer de faire infléchir la décision de l'adulte. Et là, l'adulte, excédé, à bout de patience, que sais-je, va dire d'accord, prends ton dessert. Et là, on pourrait dire, ah ben voilà, l'enfant a pris le pouvoir sur l'adulte, il voulait quelque chose, il l'a obtenu. Oui, mais finalement, pourquoi est-ce que l'enfant s'est senti la nécessité de faire une démonstration de colère, de se rouler par terre ou de balancer son assiette? C'est parce qu'il a bien compris que c'était l'adulte et l'adulte seul qui avaient la possibilité
de lui donner accès à ce dessert. Et donc c'est bien l'adulte qui est en position de pouvoir, parce que si l'enfant avait la possibilité directement d'avoir accès au dessert, il n'y aurait pas eu ce comportement. Et c'est très différent d'une relation de pouvoir où, par exemple, un adulte souhaiterait avoir accès à son assiette de brocoli et qu'ils doivent demander l'autorisation de l'enfant et que l'enfant dise non, tu n'auras pas accès à tes brocolis. On voit bien que ça serait ça, une vraie inversion de pouvoir, et non pas un enfant qui obtient ce qu'il veut de la part d'un adulte parce qu'il est entré dans une forte phase de négociation avec lui. Pourquoi finalement on n'est pas dans une situation comme tout à l'heure entre l'homme et la femme où là l'adulte a accès à ses légumes et l'enfant a accès à son dessert et finalement chacun fait ce qu'il a à faire et chacun est content. Eh bien parce que l'adulte, pour des raisons multiples et à tort ou à raison, je ne suis pas là pour dire que l'adulte ne doit pas intervenir, mais l'adulte intervient dans les actions de l'enfant et va s'interposer dans le fait que l'enfant puisse avoir directement accès au frigo dans le dessert, au dessert, pardon. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Il le fait par la vertu de la force éducative, c'est-à-dire que nous, adultes, on considère qu'on est en légitimité et même en devoir d'intervenir dans les comportements des enfants aux fins de l'éduquer. Donc, de ce point de vue-là, ce qu'on appelle l'enfant roi, peut-être que c'est simplement la manifestation parfois assez exacerbée de l'opposition de l'enfant à la force éducative. C'est-à-dire que l'enfant parfois accepte les injonctions que lui impose l'adulte, parfois il n'accepte pas et il va entrer en forte négociation avec lui pour essayer de faire infléchir sa décision. Et pourquoi est-ce que l'adulte exerce cette force éducative et parfois prend des décisions qui vont à l'encontre du souhait de l'enfant? Eh bien parce qu'on considère que c'est pour son bien. Et je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette notion de c'est pour ton bien, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. On pourrait y revenir dans des discussions si vous voulez. Voilà, je voulais simplement vous dire en 2 mots pour conclure comment au COFRAD on essaye de justement faire en sorte de casser nos préjugés infantistes et de faire le plus de place possible aux initiatives des enfants, à les faire participer. 3 exemples très rapides. Chaque année ont lieu les états généraux des enfants qui permettent à des dizaines d'enfants à travers la France de s'emparer de sujets de société, d'échanger des idées, des points de vue et de faire des propositions, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Cette année, le thème qui a été retenu, notamment en lien avec la Fondation pour l'enfance qui participe indirectement aux SGDE, c'est la protection contre les violences. S'il y a des structures parmi vous qui veulent faire participer des enfants ou des ados à ces états généraux, contactez-nous, il est tout à fait possible d'y participer. Deuxième exemple, la marche pour l'enfance et la jeunesse qui vise à faire la promotion de la place des enfants et des jeunes dans notre société, à promouvoir leurs droits. Ça a lieu chaque année aux alentours du mois de mai. Ça donne ça. Et cette année, on vous donne rendez-vous dans 9 villes de l'Hexagone et des Outre-mer les 27 et 30 mai. Et vous pouvez aller voir notre site internet marche-enfance-jeunesse.fr. Et dernier exemple, donc les 27 et 30 mai, dernier exemple, la Nouvelle Agora, un événement qui fait sa première édition cette année, un événement inédit qui aura lieu à Paris le 6 juin au Théâtre de la Bastille et qui vise à mettre en scène lors de conférences spectacles des enfants qui ont des idées, des projets, des expériences à faire valoir auprès de leurs congénères ou auprès des adultes. L'événement est complet, mais vous pourrez voir la retransmission vidéo. Elle sera en ligne et je vous invite à aller vous inscrire à la newsletter nouvelle-agora.fr. Et j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Arthur. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour cet étayage théorique sur l'infantisme et ce retour aussi sur les clichés, voilà, je pense, dans lesquels on a pu voir beaucoup de situations qu'on connaît tous et toutes. Merci beaucoup, Arthur, pour la prise de parole.
Je passe maintenant la parole à Arsène Biessy, qui est ancien coprésident du Café Zoïde. Merci beaucoup. Bonjour et merci Arthur parce que pour le coup c'était très intéressant comme apprentissage. Il y avait plein de choses que je connaissais pas donc merci à toi, c'est toujours un plaisir. J'ai été pendant plusieurs années coprésident du Café Zoïde. C'est une association qui justement est membre du COFRAD et qui est le premier café des enfants. Donc, on peut très bien l'imaginer comme un café classique, assez typique, qui a comme vocation d'avoir un espace pour justement l'émancipation des jeunes de 0 à 18 ans et qui se matérialise avec plusieurs étages. Un premier où on retrouve un café assez classique, consommer des jus, des sirops, du café. On peut aussi trouver de quoi manger pour les familles et les enfants. Et à l'étage, toute une salle de jeu. Donc avec des espaces petite enfance, avec des espaces adolescents, des espaces créatifs, artistiques. On a un petit peu de tout. La philosophie du Café Zoïde, elle a été construite par la fondatrice qui s'appelle Anne-Marie Rodnas et qui a comme vocation justement de répondre à son rêve quand elle était petite d'avoir un café comme les adultes, mais pour les enfants. Et où ils peuvent se retrouver, où ils peuvent créer un imaginaire qui est commun et dans lequel on puisse, in fine, avoir une liberté d'action, une liberté de penser, une liberté aussi en temps double et en décalé. Vous m'entendez bien? Ouais. Oui. Ok, bon. Et qui a justement comme vocation de permettre aux jeunes, notamment des quartiers populaires, parce qu'il se trouve à Paris 19e, juste en face du bassin de la Villette, de pouvoir se retrouver, avoir une vraie cohésion sociale, indépendamment des situations familiales, indépendamment aussi de l'identité propre de l'enfant. Et je reboucle justement sur le premier préjugé que Arthur mentionnait sur tous les enfants sont similaires. C'est le type d'endroit qui permet justement à ce que les différences soient valorisées et à ce que plus largement on puisse co-construire entre les enfants et les adultes qui sont présents, parce que tout de même c'est un lieu qui doit respecter les différentes réglementations. Voilà, on voit le café avec le bar qui respecte justement les différentes réglementations et qui, pour fonctionner au cours des différentes années, a réussi à constituer toute une équipe salariée, à peu près une dizaine de personnes qui se relaient et qui sont des personnes formées justement sur toutes les questions d'infantisme, sur les questions aussi pédagogiques et qui ont à la fois un rôle d'animateur, d'encadrant, et en même temps un rôle aussi de co-construction, parce que dans ce café associatif, au Café Zoïde, il y a toute une dimension de partage de responsabilités, de mise en relation de l'enfant avec la vie, on va dire, un petit peu classique et dite d'adulte, la gestion du lieu. Et il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans, 6 ans, justement, le conseil d'administration de l'association a été ouvert aux mineurs. On s'est retrouvé avec des jeunes de une dizaine d'années jusqu'à 18 ans qui y siégeaient et notamment certains jeunes qui ont eu la chance, et j'en faisais partie avec d'autres amis, de devenir coprésident de la structure. Donc, c'est quand même une chance au niveau de la formation. Il y a aussi un beau symbole qui a été porté par l'association de permettre aux jeunes de prendre en responsabilité et de construire la gouvernance avec les adultes. Alors là-dessus, on aura l'occasion d'en revenir, mais sur toute l'articulation que cette structure juridique a nécessité et qui aujourd'hui fonctionne assez bien. Le Café Zoïde, de façon assez globale, si on doit le présenter en quelques mots, c'est un tiers-lieu qui n'avait aucune raison de tenir bon, parce que concrètement, ça sort complètement de tous les cadres, et qui, par magie, a réussi à se construire, à se développer tout un réseau et à permettre à plusieurs générations de jeunes pendant plus de 20 ans, et encore aujourd'hui, de construire un imaginaire qui est collectif, qui dépasse le 19e et qui, en plus, a permis de semer plein de cafés des enfants, à peu près à la même image que le Café Zoïde, partout en France, partout en Europe et même partout dans le monde. Là, récemment, il y en a un qui a ouvert en Syrie et on en est très fiers. Merci beaucoup, Arsène. Effectivement, tu es revenu sur la raison d'être du café, son origine, pourquoi il a été créé. Tu es revenu également aussi sur la manière dont l'espace
est organisé, sur les salariés, la manière dont les animateurs, animatrices, je ne sais plus le terme que tu as utilisé, mais sont formés, quel type d'accompagnement en fait ils peuvent faire avec ces enfants et ces jeunes. Est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter des exemples de projets, d'événements qui ont eu lieu au sein du Café Zoïde? Mm. L'un des événements phares, et justement, c'est la parfaite photo pour le présenter, c'est la Grande Rue aux enfants. Le Café Zoïde a comme vision justement de créer une ville à hauteur d'enfant, de permettre aux jeunes de pouvoir se réapproprier aussi l'espace public, parce que c'est bien d'avoir un café, mais on a beaucoup d'opérations hors les murs, et dont notamment, vu qu'on est en face du bassin de la Villette, d'utiliser ce bassin-là avec un grand espace, en bloquant les voitures, les voies routières sur le quai de Loire. Donc aucune voiture ne circule et on organise tout un petit forum associatif, on peut l'appeler comme ça, qui est une grande rue aux enfants, donc à destination de tous les jeunes du quartier et de tous les jeunes qui souhaitent venir. Il y a plusieurs centaines de personnes qui y passent et qui ont accès à plusieurs ateliers. Donc parfois ça peut être de la création culinaire, de la création artistique, ça peut être de la radio, ça peut être aussi, moi c'est mon préféré, on a un partenaire, La Forge, qui vient avec une vraie forge mobile et sur lequel ils peuvent s'exercer aussi et c'est toujours très sympa. Et l'un des premiers projets d'autonomie des jeunes qui avait justement été porté par l'une des premières jeunes qui a fréquenté le lieu, Amira Sedik, ça a été d'avoir un marché au pouls et donc de permettre à ce que des jeunes qui n'ont pas forcément de moyens économiques, hein, c'est normal, on travaille pas, on touche pas de salaire, puissent en avoir un petit peu, et en faisant une sorte de brocante où on peut proposer plusieurs choses qu'on a à vendre, comme une brocante classique, mais avant de payer, il faut nécessairement faire un jeu de société avec l'enfant qui est présent. Et donc ça amène souvent une belle cohésion, ça amène des petites histoires, des petites chamailleries, mais qui sont toujours bon enfant. De façon générale, le Café Suite, justement, organise beaucoup d'opérations hors les murs, et comme événement principal et moteur de son action, c'est de réapproprier la ville, d'avoir une ville à hauteur d'enfant, notamment par la grande rue aux enfants, qui ensuite peut se transposer avec des petites rues aux enfants sur différents axes, en lien avec certaines écoles, avec des acteurs du quartier. Ça peut être aussi de propager les grandes rues aux enfants dans d'autres territoires. Ça peut être aussi de faire d'accompagner des porteurs de projets qui souhaitent en organiser. Et chaque vendredi, au début du mois, on a justement une visio qui permet d'accompagner les différents porteurs. Donc c'est ce type d'événement qui en tout cas est beaucoup proposé par le Café Zoïde. Ensuite, on peut retrouver d'autres réalisations. Je pense notamment il y a un gros travail qui est fait au niveau de réalisation cinématographique. Ensuite, permettre aux jeunes de se mettre dans la peau de comédiens, de se mettre dans la peau de réalisateurs, de créer et de matérialiser un petit peu l'imaginaire qu'ils ont. Et donc, il y a tout un accompagnement en cours de l'année scolaire avec des jeunes habitués qui viennent et qui réalisent leur film avec tout un scénario, avec un recrutement d'acteurs d'autres jeunes et qui, pour l'été, réalisent toute une captation. On en a qui parfois peuvent durer 40, 50 minutes, d'autres qui durent 15 minutes, mais qui sont tous projetés dans un festival à Najac, en Aveyron. Et donc, on organise chaque année des voyages avec tous les jeunes du café et de l'association qui le souhaitent vers Najac et vers le festival pour projeter justement ces films. Donc, il y a beaucoup de réalisations du genre. Maintenant, elles partent toutes d'une volonté d'un ou plusieurs enfants et elles sont toutes co-construites avec l'équipage du café, les bénévoles, les adultes et évidemment les enfants. Merci beaucoup. Euh, Peut-être cet événement aussi, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Gros événement, ça a été la Mège, donc la marche pour l'enfant et la jeunesse, l'enfance et la jeunesse, pardon. Donc là, on voit toute l'équipe, enfin, il y a eu une bonne partie de l'équipe du Café Zoïde, la Mège qui était organisée et qui est encore organisée par le COFRAD. Le Café Zoïde avait un peu participé, il y avait justement mobilisé pas mal de jeunes. On voit avec les différentes photos un petit peu
le côté très coloré et très fait maison du café Zoïde, ça fait partie d'une marque de fabrique. Donc on voit sur l'image plusieurs jeunes du café et j'ai pensé pour Jocelyne qui était une de nos grandes bénévoles qui est décédée depuis, mais qui avait tout un projet pour l'accessibilité des jeunes et qui a permis à ce que le café justement devienne un lieu en accessibilité totale. Donc oui, dans le café Zoïde, au-delà de tous ces projets, on va dire très concrets et qui laisse une place réelle à l'enfant, qui les permet d'avoir aussi une activité de l'espace public et une activité associative, porte aussi tout un plaidoyer depuis plusieurs années, sur justement la place de l'enfant et un petit peu sur les prémices de ce que a été développé par Arthur précédemment de l'enfantisme. Mais au-delà de ça, c'est toute une réflexion aussi sur comment est-ce qu'on fait pour que l'espace public soit pensé, réfléchi pour tous et toutes. Comment est-ce qu'on fait pour que chaque personne puisse trouver sa place aussi dans la ville, sans se faire écraser par la majorité, par le rythme très effréné de la vie qu'on connaît notamment à Paris, mais qui est partagé par toutes les personnes en activité. Donc là-dessus, le Café Zoïde organise pas mal de plaidoyers d'une charte justement qui a été portée pour la réalisation des cafés des enfants et qui donc partage aussi un petit peu cette philosophie de dire que un enfant n'est pas un sous-homme, qu'un enfant a tout autant le droit d'exister, de penser, de valoriser aussi un projet, une action, une idéologie, et que le rôle des adultes, des personnes qui l'accompagnent au cours de sa vie, ça n'est pas de savoir si on doit juger la volonté en elle-même, mais de savoir comment est-ce qu'on peut valoriser cette action, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Là n'est pas le sujet, c'est de savoir d'où elle provient, de savoir comment est-ce qu'on peut la concrétiser et si elle est partagée par d'autres. Donc évidemment que le café Zoïde a une connotation qui est intimement politique, sans le côté partisan du terme, mais qui justement défend toute cette logique de d'écouter l'enfant avant tout, d'écouter les besoins de l'entièreté du collectif, de ne pas considérer par un âge, par une ethnie, par une catégorie, par une discrimination quelconque, l'importance de quelqu'un, mais au contraire pouvoir l'ajouter dans un ensemble et construire quelque chose de collectif en suivant les avis et les volontés de chacun. Donc après, ça amène aussi à ce que les projets changent, évoluent, mais c'est justement en changeant de perception et de personnes qui les portent, en ayant une transmission qui est très importante, qu'on peut avoir de nouvelles découvertes, d'avoir des innovations, d'avoir cette petite richesse de l'inconnu qui est très portée par le Café Zoïde, qui a une grosse tendance à organiser les choses au dernier moment. Mais ça fait partie de la magie du lieu, donc on s'y attache. Merci beaucoup. Alors ça, je passe juste cette photo, il me semble que ça ressemble à un atelier radio. Ouais, voilà, donc pour illustrer ce dont tu parlais plus tôt. J'ai peut-être quelques dernières questions. Est-ce que, parce que toi tu l'as vécu en tant que jeune aussi, mais est-ce que la fréquentation du Café Zoïde a été, il a été observé une évolution en fait sur les jeunes qui le fréquentaient, sur les enfants et les jeunes qui le fréquentaient? Ouais. Il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si le Café Zoïde devait se développer, devait s'agrandir. Et la réponse a toujours été qu'on souhaitait rester attaché à notre quartier, attaché au 19e et au bassin de la Villette. Donc le Café Zoïde a toujours porté plus une position d'accompagnement d'autres porteurs de projets. Donc on a par exemple des cafés des enfants qu'on accompagne comme Home Sweet Home dans le 18e, juste à côté. On a qui sont, comme je vous le disais, à l'international. Enfin, il y a cet accompagnement-là, mais le Café Zoïde a toujours souhaité rester petit, et rester à taille humaine. Donc évidemment, au cours des années, ça fait qu'on a un public qui change, parce que les jeunes grandissent, il y en a qui restent au Café Zoïde pendant 1 an, certains restent pendant 10 ans, certains viennent quand ils étaient petits et reviennent quand ils sont grands frères. Toutes les situations existent, mais ce qui est assez amusant, c'est que souvent quand on est dans le 19e et qu'on croise quelqu'un, et qu'on parle un petit peu de notre jeunesse, tout le monde est passé par le Café Zoïde et tout le monde revient un jour par hasard ou par une opportunité dans le café.
Donc ça a été, c'est devenu réellement une institution qui partage l'enfance de beaucoup de jeunes. Et on a beaucoup dans le Café Zoïde de grands frères qui maintenant amènent, grandes sœurs qui maintenant amènent leurs petits frères, leurs petites sœurs au café, qui parfois viennent regarder leurs spectacles, leurs réalisations. On a même maintenant des jeunes parents qui amènent leurs enfants alors qu'ils étaient au Café Zoïde lorsqu'ils étaient jeunes. Donc il y a une continuité qui s'opère avec un public qui change parce qu'on a une grosse attache sur l'arrondissement, mais on récupère aussi un public qui parfois peut venir de banlieue et qui, quand un café ouvre dans ces banlieues-là, bah, évidemment, ils s'attachent sur le café le plus proche de chez eux. On va dire que le public est assez mouvant tout en gardant une grosse attache dessus. Et ce qui est agréable, c'est de voir que justement tous les enfants sont pas les mêmes, parce qu'on a à peu près toutes les catégories socio-professionnelles, on a à peu près tous les profils de personnalité, on a à peu près toutes les envies et les vocations qui s'y découvrent. C'est un lieu de mixité à la fois sociale, culturelle et de personnalité qui est énorme et qui amène une richesse aussi de curiosité, parce que forcément, quand on est confronté à des personnes qui ne sont pas comme nous, ou qui n'ont pas les mêmes réceptacles, les mêmes points d'attache, on va forcément avoir cette petite curiosité d'aller vers l'autre, d'aller découvrir, de se rendre compte qu'il n'y a pas seulement l'institution de l'école qui fait rencontrer ses pairs, mais qu'on peut aussi découvrir des personnes en dehors de cette grosse machine qui est l'école primaire, l'école maternelle, le collège, le lycée, et puis le travail, et que tout ce réseau social est hyper important et hyper riche. Le nombre d'amitiés qui se sont créées au Café Zoïde alors que les personnes n'avaient aucune raison de se rencontrer si elles n'avaient pas passé les portes sont énormes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque et qui doit être porté le plus possible, de montrer qu'en réalité, à partir du moment où un jeune a envie et a cette curiosité-là, il peut dépasser des montagnes, il peut créer les projets qu'il a envie, il peut avoir l'imaginaire qu'il souhaite et surtout rencontrer les bonnes personnes. Oui, tu parles voilà, de la possibilité voilà, pour ces enfants, pour ces jeunes d'agir. Tout à l'heure, tu mentionnais le rôle aussi, enfin la présence de mineurs au sein du conseil d'administration du Café Zoïde. Ça, c'est un sujet qui est intéressant. C'est le sujet de la gouvernance aussi. Euh, comment enfin, comment ça se manifeste concrètement en fait un enfant dans un conseil d'administration? Eh ben, ça a été une grosse discussion au sein de l'association et à vrai dire, il y a eu évidemment au départ beaucoup de peur. Alors, il y a évidemment des personnes qui étaient réticentes à l'idée et des personnes qui le sont encore. Moi, la vision que j'en ai sur la question, c'est que concrètement, quand un enfant rentre dans un conseil d'administration, il y connaît rien. Au même titre que quand un adulte rentre dans un conseil d'administration, le plupart du temps, il y connaît rien non plus. Que dans les deux cas de figure, il faut pouvoir accompagner et être conciliant dans les premiers mois. C'est ce qu'on fait avec les adultes naturellement parce qu'on se dit, ah, c'est bien, il découvre, il a envie de s'impliquer, il fait la démarche. Et quand c'est un enfant, c'est quasiment une forme d'immaturité parce qu'il essaye de jouer un rôle qu'il n'est pas, il essaye de prendre une place qui n'est pas la sienne. Et donc, il y a cette petite guerre d'ego qui se construit et qui amène à ce que l'accueil des enfants soit souvent moins bien perçu et moins bien accompagné, ou alors mis complètement sous tutelle sans que leur place en tant qu'administrateur soit pleinement reconnue. Et la chance qu'on a eue, qui a évité justement un peu cette mise sous tutelle des jeunes, c'était que au-delà d'être juste administrateur, certains ont pu être trésoriers, ont pu être coprésidents, ont pu être secrétaires. Et quand on est arrivé, on a pris la place. On n'a pas eu peur parce qu'on connaissait les personnes autour, que les personnes autour étaient dans une bienveillance qui a été celle qu'il nous fallait pour pouvoir trouver aussi place dans cet écosystème, et qu'au final, parce que certains ont réussi à s'y agripper et ont trouvé un plaisir à s'intéresser aux questions administratives, à choisir aussi les perspectives du Café Zoïde, à s'intéresser à quelque chose qui, moi, me fait des angoisses, les finances, ça a permis à ce que les jeunes, justement, du café prennent pleinement leur place. Et alors, quand c'est simplement dans le cercle Café Zoïde, au bout de quelques mois, il n'y a plus trop de soucis. Au bout de quelques mois, il y a à peu près 4-5 ans, les gens se sont fait à l'idée que les jeunes participaient, qu'il fallait aussi les écouter,
c'était une petite partie du conseil d'administration, donc il n'y a pas eu non plus de grande peur à ce niveau-là. Mais ce qui a été compliqué à porter, par contre, ça a été de le justifier auprès des partenaires, auprès des institutions publiques, qui, elles, ne connaissaient pas particulièrement la manière de faire, qui s'imaginaient que ça allait devenir euh, une association junior, alors que pas du tout, et qui, quand ils devaient justement s'adresser à des enfants dans des réunions, par exemple, avec d'autres partenaires associatifs, avec la CAF, avec la mairie, il y avait une petite gêne à se dire ah mais il a l'âge de mon fils, ah mais il n'a pas encore son brevet et pourtant je discute avec. Et là-dessus, je pense que c'est un petit peu comme dans toute mini-révolution, alors, sans sans qu'elle soit très violente. Il faut pouvoir s'habituer à l'image, et donc la première fois, ça a toujours un petit choc, et petit à petit, les gens s'y habituent. Maintenant, la plupart des personnes qui au départ étaient réticentes sont revenues sur leur position. La plupart des jeunes qui ont commencé au conseil d'administration continuent. Là, on a eu un renouvellement le 13 mars. Ça a été un bonheur de voir qu'on est arrivé à quasiment 45% de jeunes dans le conseil d'administration et que ces jeunes s'y impliquent réellement. On a eu l'un des plus jeunes qui a 8 ans et qui en fait partie et qui, par rapport à ce que plein de gens ont pu imaginer, fait des interventions qui sont pertinentes parce qu'à partir du moment où on place pas quelqu'un dans une posture, qu'on lui donne pas un costume, la pièce de théâtre qui est ce type d'instance, il la joue pleinement et comme n'importe quelle autre personne. Et quand un jeune n'est pas cantonné et réduit à tu vas devoir être comme ça ou on attend de toi telle ou telle chose, mais qu'on lui dit simplement maintenant t'es là, tu fais ta vie, essaye de participer au mieux et avec les moyens que tu as et avec les idées que tu as, eh ben, ils le font. Ils le font et on le fait vraiment avec plaisir et j'ai le sentiment que pour un café des enfants c'est légitime, mais j'ai le sentiment que euh, il faudrait dans les prochaines années, avec justement une mobilisation, une prise de conscience, un plaidoyer, que aussi dans des lieux plus institutionnels comme l'école, la place de l'enfant ne soit plus que consultative, ce qu'elle est actuellement avec le CVL, avec les conseils de jeunes, notamment municipaux, en lien avec l'ANACEJ, avec les conseils régionaux des jeunes, mais que au lieu que ce soit consultatif, ça devienne vraiment quasiment exécutif, sans pour autant faire de long maquis que ce soit, mais que cette confiance soit portée et qu'on assume pleinement qu'un enfant, à partir du moment où on lui met pas une caricature insouciante et immature, eh ben, personne va endosser ce rôle-là. Et qu'au contraire, parfois d'ailleurs, c'est les adultes qui ont le plus bordélisé, ont le plus créé de difficultés et, de façon générale, ont été les moins conciliants. Et là-dessus, c'est aussi assez drôle, voire très comique, de voir le retournement de situation entre des enfants qui restent la plupart du temps très calmes, assez pertinents, et qui ont envie de co-construire avec des adultes qui, pour le principe même qu'il y ait des enfants, s'emportent, perdent un petit peu raison et suivent plus l'émotion que l'idée et la raison en elle-même. Donc c'est quelque chose à construire. J'ai eu écho que ça se développait dans de plus en plus de structures et que il commençait à avoir une réelle prise de conscience dans le milieu associatif, notamment de l'enfance. Mais c'est un travail qui est accompagné encore et qui doit au niveau concret être assumé par la plupart des organisations en montrant que pas parce qu'on a des coprésidents enfants que ça va être la catastrophe et que personne ne va gérer les rapports d'activité, les rapports moraux, les comptes financiers ou autres. Oui, ben, je te remercie beaucoup Arsène pour ton témoignage sur le Café Zoïde, son fonctionnement et puis ton retour aussi sur un certain nombre de clichés qui ont été évoqués là pendant ces 2 heures et la nécessité de porter le plaidoyer, effectivement, hein, que l'ANSEJ fait également. Eh bien, je te remercie. Il nous reste une petite dizaine de minutes ensemble. Euh, je vous propose de visionner une dernière petite vidéo de la part de la haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, donc un haut commissariat qui a été créé il y a un peu plus d'un an et qui nous propose de partager sa perception à elle de l'infantisme, de l'importance de la lutte contre l'infantisme dans, elle, ses missions
de haut commissaire. Hop. J'espère que pour vous, c'est visible. Ça a l'air. Dites-moi si ça ne l'est pas. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui, même à distance, c'est vrai. Mais bon, c'est l'occasion de finalement profiter de cette rencontre organisée par la SACEJ pour vous saluer à nouveau. Et je voulais d'abord vous parler d'un mot encore trop peu méconnu et pourtant absolument profondément ancré dans nos pratiques, l'infantisme. Oui, l'infantisme, c'est pas simplement le fait de considérer que les enfants seraient immatures. C'est bien plus insidieux. C'est le réflexe, souvent inconscient, de minimiser leurs paroles, leur vécu, de même penser à leur place. Et c'est cette phrase qu'on a tous entendue. Tu comprendras plus tard. C'est cette idée que l'enfant serait une sorte d'adulte en devenir, mais pas encore tout à fait citoyen à part entière. Et pourtant, un enfant n'est pas un citoyen de demain. Il est citoyen aujourd'hui, de droit aujourd'hui. Et pour lutter contre l'infantisme qui se manifeste aussi par des mouvements No Kids, le Haut Commissariat à l'enfance, oui, a saisi la Commission nationale consultative des droits de l'homme pour obtenir un avis sur la discrimination liée à l'âge. Parce que oui, n'ayons pas peur des mots, l'infantisme est en réalité une forme de domination silencieuse. Le produit des effets très concrets, une moindre écoute, une participation limitée, une invisibilisation des besoins réels des enfants et des plus jeunes dans nos politiques publiques. C'est précisément contre ça que je me bats. Parce que lutter contre l'infantisme, c'est défendre un principe fondamental, la dignité de l'enfant et la reconnaissance de ses droits. Ces droits, ils sont consacrés, je le dis bien, par la Convention internationale des droits de l'enfant. Ils ne sont pas théoriques, ils sont opérationnels. Ils impliquent que chaque enfant puisse bien sûr être entendu, pris au sérieux, associé aux décisions qui le concernent. Et cela change absolument tout. Quand on écoute vraiment les enfants, on transforme notre manière de concevoir nos politiques publiques. On passe d'une logique descendante à une logique de co-construction. On reconnaît ce que l'on a, en tout cas, pu appeler leur expertise d'usage, leur capacité unique à parler de leur quotidien, de leurs besoins, mais aussi de leurs difficultés. Et c'est là le rôle des professionnels de jeunesse qui est absolument essentiel. Ils sont les premiers acteurs de cette transformation. Ce sont eux qui créent les conditions d'une parole libre, d'une participation réelle et d'un dialogue équilibré entre adultes et jeunes. Ce sont eux qui permettent de déconstruire aussi les réflexes infantilisants pour bâtir une relation fondée d'abord sur le respect et la confiance. Et dans ce rôle, le rôle de la NACEJ est absolument majeur. Depuis des années, la NACEJ agit comme, d'une certaine manière, pour faire vivre une participation des enfants, mais aussi des jeunes. Bousculer les conseils municipaux pour installer des conseils municipaux jeunes. Elle forme, elle accompagne, elle outille les collectivités pour que les conseils d'enfants et de jeunes ne soient pas symboliques, mais bien réellement influents. Elle contribue aussi à faire évoluer, moi je l'ai vu de mes propres yeux, les pratiques, à diffuser une culture démocratique dès le plus jeune âge et à faire reculer l'infantisme dans nos institutions. C'est un travail précieux, c'est un travail indispensable. Et parce que derrière ce mot, il y a un combat en réalité, une conviction claire. Faire confiance aux enfants, ce n'est pas renoncer à notre responsabilité d'adulte, c'est au contraire clairement l'exercer. C'est reconnaître que l'avenir se construit avec eux, les enfants, et non pas pour eux. Je veux donc saluer votre engagement, saluer vos intervenants dans cette magnifique rencontre, et notamment au sein du COFRAD et du Café Zoïde. Et je vous remercie collectivement pour ce travail si essentiel. Continuons ensemble à changer ce regard, continuons à faire reculer l'infantisme et continuons à faire de la parole des enfants une force, oui, une force pour nos démocraties. Je vous remercie et à très bientôt. Et voilà, une dernière petite vidéo officielle pour clore ce cercle des intervenants intervenantes pour cette ANSH. Bonjour. Alors, je voyais voilà, une personne qui me demandait le nom, c'est Sarah El Hari. Sarah El Haïry, excusez-moi. Donc, haute commissaire à l'enfance. Hop.
Je vais laisser la parole à Jean-Marc peut-être pour nos actualités avant de se quitter. Oui, avant de se quitter, vous êtes encore Attendez. quasiment tous là, donc merci beaucoup. En 2 minutes rapides, on vous partage une slide avec quelques rendez-vous pour se retrouver, parce que la visio, c'est bien, mais en vrai, c'est aussi très bien. Déjà, il y a un événement dont on a parlé pas mal, la marche enfance-jeunesse. Alors, je reviens dessus parce que c'est très bientôt. Tac, 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 le 30 mai à Paris et cette année dans pas mal de villes. Donc, on vous invite à participer, ou au moins à vous renseigner, à faire connaître cet événement qui se développe d'année en année. Et vous aurez le plaisir d'y retrouver le Coffrade, le Café Zoïde probablement, la Nassège, voilà. Sinon, là, la Sège, on a aussi des rendez-vous prochains pour les élus. Alors aujourd'hui, on a très peu d'élus, mais vous en connaissez pour la plupart d'entre vous, et notamment pour les nouveaux élus municipaux qui prennent leur mandat. Là, on fait des webinaires pour les aider à prendre leurs nouvelles fonctions. Il y en a eu un premier, il y en a un premier demain et trois autres à venir sur le mois de mai. Toutes ces informations sont sur notre site internet. Donc, si vous connaissez des élus, vous pouvez leur passer l'info. Aussi des rencontres de nos adhérents des régions, des départements prochainement, donc réservées aux adhérents cette fois. Et un prochain Anna Sèche Bonjour, donc c'est rendez-vous thématique, on espère que vous l'avez apprécié. Dans la diversité des sujets, le prochain qui aura lieu le 16 juin, même heure, entre 15h et 17h, portera sur la vidéo comme support d'engagement. Ça fait de nombreuses années que l'Anna Sèche soutient et participe à Festive Prève, qui est un festival international de cinéma pour et par les jeunes. Et on a aussi beaucoup d'expériences, de témoignages dans notre réseau d'enfants et de jeunes qui réalisent des projets, qui se mobilisent par la vidéo, grâce à la vidéo. Donc on va creuser un peu ce sujet et on vous invite à partager cette rencontre le 16 juin. Toutes ces infos aussi et pour vous inscrire sur notre site internet. Et on en a fini à 16h56. On vous remercie beaucoup d'avoir été présents nombreux. Y aura-t-il un congrès à Nassèche cette année? Une question qui revient souvent. Alors cette année 2026, pour les initiés, c'était une année de congrès, effectivement, puisqu'il a lieu tous les 2 ans. Le précédent était en 2024. On est dans un contexte un peu particulier où il y avait les élections municipales, donc voilà, qui mettait un peu en suspens certaines décisions dans les communes, c'est bien normal. Un contexte budgétaire aussi qui n'est pas évident en ce moment, vous le savez tous, donc il n'y aura pas de congrès cette année. Néanmoins, un mini-congrès, on va dire, enfin un congrès tout de même, mais pour notre réseau Outre-mer uniquement, qui aura lieu en octobre, en Guyane toutefois, puisque notre réseau Outre-mer se développe beaucoup. Et donc, on est en pleine réflexion avec certaines collectivités adhérentes partenaires pour monter un congrès l'année prochaine, 2027. On va y arriver quand même parce que tout le monde nous demande quand est-ce qu'il a lieu. Voilà, mais ce sera dans un format différent et on vous tiendra informé régulièrement de l'évolution. Voilà, on espère que ça vous a plu. Vous êtes sûrement tous inscrits à notre newsletter. On vous invite à la faire connaître au maximum. On est dans une période propice dont il faut qu'on profite tous avec des nouveaux élus qui arrivent, des sujets sur l'enfance et la jeunesse qui montent. Donc plus on sera nombreux à se mobiliser et plus les choses s'arrangeront. On vous salue et on vous dit à très bientôt. À bientôt, bonne journée à tous et à toutes. Merci.